Ah, la fameuse binge audio. C'est donc vous dont tout le monde parle. L'exaltation d'une masculinité virile, forte, voire écrasante, est l'un des fuels les plus toxiques des franges de l'extrême droite. Dans un épisode récent, le journaliste indépendant Sébastien Bourdon en parlait au micro de Talma Desta. L'épisode s'appelait « Virilité radicale, qui sont les néofascistes ?» et dedans, ils ont examiné plus spécifiquement les groupuscules d'extrême droite radicale, les groupes les plus violents, non institutionnels, qui sont de plus en plus actifs aujourd'hui. Mais il faut savoir que cet héritage mascu-facho remonte à bien plus loin dans notre histoire. C'est ce que Thomas Rozek raconte dans son essai à paraître au Binge Édition, un livre qui s'appelle « La mytho des fachos ». Dedans, il explore toute la mythologie, toutes les obsessions de ce camp politique, qui, je ne vous apprends rien, se rapproche de plus en plus dangereusement du pouvoir. La mytho des fachos est en pleine campagne de financement participatif sur Ulule, d'ailleurs le lien est dans la description si vous voulez participer. Et c'est un bouquin très accessible, très documenté, étonnamment drôle aussi, dans lequel Thomas Rozek déboulonne les grands piliers de la vision du monde à la sauce extrême droite avec tout son imaginaire profondément raciste, autoritaire et masculiniste. On apprend comment cet imaginaire s'est recyclé à travers le temps et comment il s'infiltre aujourd'hui dans tous les pores du débat politique et de la vie publique. C'est ce livre dont on va parler dans l'épisode du jour et plus précisément de tout ce que mon invité a trouvé d'intéressant dans les livres d'histoire et au-delà, autour donc des racines de l'imaginaire viriliste de l'extrême droite. Je m'appelle Naomi Titi, bienvenue dans Les couilles sur la table, le podcast où on explore les masculinités créé par Victoire Tuaillon. Thomas Rozek, salut. Salut Naomi. Les plus grands fans de nos podcasts connaissent ton nom, car tu es journaliste à Binge, tu animes notamment le podcast d'actualité Programme B. On se connaît très bien puisque tu es notre rédac-chef. C'est vrai. Et tu viens d'écrire ce livre, La mytho des fachos. Et dedans, y a un chapitre où tu reviens sur la fascination du camp de l'extrême droite pour une certaine idée de la masculinité et en miroir donc une certaine idée de la féminité. Ce chapitre, il a un titre que j'aime tout particulièrement puisqu'il s'appelle « Les couilles sur la droite ». Bien sûr, je ne pouvais pas ne pas la faire. Exactement, je me suis dit du coup que c'était très à propos d'en parler dans ce podcast. Alors la première chose qu'on peut dire, c'est que cet imaginaire-là, cet imaginaire viriliste, c'est une constante dans l'histoire politique de l'extrême droite et notamment en France. Est-ce que tu peux nous expliquer quelle forme ça prend ? Oui, ça se retrouve en fait quasiment dès les prémices de la structuration politique et intellectuelle de l'extrême droite. Moi, je me suis beaucoup concentré sur le XXe siècle. Il y aurait des choses à dire sur le XIXe siècle et même sur la fin du XVIIIe siècle où les choses s'organisent, mais bon, où le corps politique était de toute façon réservé aux hommes, donc à la limite la question se posait beaucoup moins. Il y aurait des choses à dire sur la manière dont ils projetaient aussi des choses sur la figure du chef, la figure du roi, la figure du potentiellement du dictateur, etc., ou de l'empereur, voilà. Mais moi sur la question du XXe siècle, je me suis beaucoup intéressé notamment aux mouvements qui ont structuré et qui structurent quelque part encore la pensée d'extrême droite, notamment l'Action française autour de Charles Maurras. Et c'est hyper intéressant de voir, il y a des historiens, des chercheurs, chercheuses qui ont beaucoup travaillé sur ces questions, notamment autour de Christine Barr, qui est une référence en la matière, sur la structuration justement de l'antiféminisme et d'une forme de pré-masculinisme dans ces années-là, et ça se voit notamment dans les communications qu'il existe au sein de l'Action française entre différents acteurs, et notamment des femmes, parce qu'il y avait des femmes au sein de l'Action française qui signaient sous des pseudos masculins, du coup, dans les journaux. Et on peut juste rappeler ce que c'est l'Action française ? Oui, bien sûr. L'Action française, c'est un journal et un groupe politique dont la figure centrale est Charles Maurras. C'est donc un groupuscule royal
impérialistes, légitimistes, on dirait, qui souhaitent la fin de la République et le retour, en gros, à l'ordre ancien. Je résume à grands traits. Et c'est un groupuscule qui a été très influent dans les années 20-30, dans les années d'après-guerre notamment, parce que ça a servi de point de ralliement à beaucoup de gens. Ça a été une école aussi de formation intellectuelle pour beaucoup de futurs acteurs importants de l'extrême droite et notamment de la période pétainiste. Beaucoup de gens sont passés par les rangs de l'Action française à cette époque-là. Et Maurras, c'était une espèce de guide spirituel pour tous ces gens. Il finira entaché totalement par la collaboration comme tout le monde, même s'il sera lui plus une espèce de stature, de figure morale de cette période-là. Il n'aura pas de rôle à proprement parler, mais il y a beaucoup de gens qu'on va retrouver dans le gouvernement et puis dans les acteurs de la période vichiste et notamment la période la plus dure d'après 42, qui sont issus de cette tradition intellectuelle qu'est l'Action française. Action française qui existe encore aujourd'hui et qui reste une des grandes familles de l'extrême droite extra-parlementaire, de l'extrême droite hors les murs, comme on l'appelle des fois. Et donc cette force politique qui était l'une des plus importantes de l'extrême droite française des années 20-30, elle se pose des questions autour justement de la place des femmes et elle fait mine par moment de vouloir les inclure, de vouloir en gros créer, de vouloir susciter aussi une forme d'adhésion au sein des groupes féminins, mais c'est très rapidement on voit qu'en réalité c'est un espèce de faux semblant et qu'ils n'ont aucun intérêt à intégrer des femmes. Et d'ailleurs ça crée des échanges assez fascinants entre notamment la chef de la section des étudiantes de l'Action française qui envoie des courriers comminatoires pour dire mais en gros qui sont en train de les mettre à la porte, qu'ils ne veulent pas d'elles au sein des groupes, et de fait ils ne voulaient pas d'elles au sein des groupes. Elles étaient des relais intéressants d'opinion, mais il était hors de question qu'elles prennent des responsabilités au sein de ces groupuscules. Et l'autre versant qu'on peut observer et qui est bien connu de la démarche viriliste de cette extrême droite, c'est son côté insurrectionnel, son côté violent, notamment dans l'exercice de la violence dans la rue, qui rappellera des choses aux gens qui nous écoutent, à travers les ligues, qui étaient donc ces organisations d'occupation de l'espace, qui manifestaient beaucoup, qui manifestaient de manière souvent violente. Il y a la fameuse insurrection du 6 février 34, donc, où les ligues d'extrême droite se sont rassemblées à Paris et ont tenté d'envahir l'Assemblée, un peu comme les Trumpistes au Capitole en 2021. Manifestation qui a été réprimée par la police assez durement. Il y a eu plusieurs morts et c'est devenu une espèce de moment un peu sacré dans l'histoire de l'extrême droite de ces années-là, comme un truc avec les martyrs, etc., etc. Enfin voilà, c'est très important dans leur mythologie à eux. Et on voit vraiment qu'il y avait cet imaginaire de la violence, de le fait d'aller reprendre le pouvoir par les armes. Et effectivement, c'est des espaces qui n'étaient occupés quasiment intégralement que par des hommes. La violence virile, du coup. Oui, complètement. Ouais. Et évidemment, on retrouve aussi ce fond viril dans l'imaginaire de l'extrême droite au cours des 2 épisodes totalitaires du XXe siècle, au milieu du XXe siècle, dans l'Allemagne nazie sous Hitler et dans l'Italie fasciste sous Mussolini. Est-ce que tu peux nous expliquer comment s'est installée cette répartition viriliste du monde, si on peut dire ça comme ça, notamment dans l'organisation de la vie quotidienne, par exemple ? Oui, c'est assez intéressant de remonter ça. Il y a plusieurs historiens et historiennes qui ont bossé sur ces questions de manière très approfondie. Les 2 cas sont à la fois différents et similaires dans le sens où on va dire l'aboutissement est le même, mais le point de départ est pas exactement pareil. Du côté de l'Italie fasciste, c'est intriguant de voir que, un peu comme l'Action française dont je parlais à l'instant, les fascistes ont au début tenté de faire croire aux femmes qu'ils étaient en gros favorables à l'égalité, favorables notamment à leur accession à la vie publique, leur accession au vote, le fait qu'elles soient partie prenante de ce changement de société dont ils se prétendaient être les porte-étendards. En réalité, très rapidement, on voit les choses shifter quand ils arrivent au pouvoir. Ils se focalisent sur cette idée de l'avènement de l'homme nouveau. C'est vraiment l'homo novo, c'est vraiment leur leitmotiv principal. Et par contre,
les femmes, elles sont destinées à la sphère domestique exclusivement. Elles sont, c'est Matré Moglier, donc c'est les mères et les épouses. Elles ne sont que ça. C'est vraiment de plus en plus le discours de Mussolini se radicalise sur ce point-là en fait et devient vraiment, on présente l'Italie comme étant une réelle dictature patriarcale. C'est-à-dire c'est vraiment le chef de l'État et le père de la nation et donc en bon père de la nation, il veut que les mères soient au foyer et soient le plus loin possible de la vie publique. Et du côté des nazis, la démarche est encore un peu différente dans le sens où le contexte dans lequel se déroulent les choses est un peu spécifique parce que la République de Weimar, qui était donc le régime politique qui était en vogue pendant les années 20-30, a ça de particulier que c'est l'un des premiers régimes d'Europe où les femmes ont eu le droit de vote. Les Allemandes ont eu le droit de vote, ont été parmi les premières à avoir le droit de vote en Europe, bien avant les Françaises par exemple. Et donc les femmes avaient déjà accès à la vie publique. Évidemment, tout n'était pas réglé autour de ça, mais il y avait un premier pas qui avait été franchi. Et les nazis vont opérer cette espèce de retournement sémantique qui est tout à fait propre à l'extrême droite, qui est de dire que finalement, ce passage au droit de vote et ce passage à la vie publique, c'est un poids qu'on fait peser sur les femmes et qu'il faut les en débarrasser. Et donc, bien sûr, et que donc il faut qu'elles s'extraient de cet endroit où elles n'ont rien à faire et où elles n'ont que des coups à prendre. En gros, ce monde violent, brutal, grossier de la politique, et qu'elles se concentrent sur ce qui est leur rôle fondamental, ce qui est celui de pondre des petits Ariens, parce que c'est vraiment ça, l'obsession centrale nazie, c'est l'obsession nataliste. Ça va prendre des formes qui sont absolument délirantes, notamment il y a je raconte dans le livre ce fait qui est bien connu des historiens, qui est bien documenté, même si pendant longtemps ça a été une source de fantasmes, beaucoup, qui sont les Lebensborn, qui étaient donc... Les Lebensborn, c'était une organisation liée à la SS, donc à la branche la plus violente de l'appareil d'État nazi, qui avait pour objectif, en gros, à la fois de récupérer des enfants dans les territoires occupés et dans toutes les zones où l'Allemagne nazie étendait son pouvoir, des enfants dont on pouvait faire des futurs petits Ariens, en gros, d'arracher ces enfants qui étaient arianisables, en gros, donc notamment dans les pays du Nord, etc., où les populations étaient considérées comme compatibles avec la population allemande, donc on pouvait les prendre et les mettre dans des familles allemandes qui n'avaient pas d'enfants ou qui pouvaient en accueillir, et du coup les élever comme des futurs petits nazis, ou encore d'accueillir les épouses des SS envoyées sur le front pour qu'elles puissent accoucher, puissent donner des enfants, ou encore de récupérer les maîtresses, toutes les on va dire les grossesses non légitimes, ou avec des grands guillemets, dont on pouvait récupérer là aussi les enfants et les placer à la suite. Mais donc il y a cette obsession nataliste qui passe par le fait d'extraire totalement les femmes de la sphère publique et de les réserver totalement à 100% à la sphère domestique et surtout la sphère maternelle, au point où on favorisait extrêmement les mères de familles nombreuses. Par exemple, c'était vraiment les jeunesses hitlériennes devaient saluer les mères de familles nombreuses dans la rue, devaient s'arrêter, leur faire un salut militaire, parce qu'elles arboraient une médaille de la mère de famille nombreuse. Et toutes les expériences totalitaires qu'a connues l'Europe ont fonctionné de la même façon sur ce point-là spécifique. C'était vraiment une obsession d'avoir le plus possible de petits-enfants qui sont potentiellement des soldats aussi pour le futur. Oui, c'est ça, derrière, qui se cache, pas, c'est pas vraiment caché. Ça me fait penser à ce film de Jonathan Glazer, La zone d'intérêt. Oui, complètement. Où donc c'est l'histoire de... Rudolf Hess. Voilà, tout à fait, qui était une figure très importante du régime nazi. Et qui était le patron du camp de concentration d'Auschwitz. Voilà, exactement. Et donc on voit dans La zone d'intérêt comment se déroule sa vie de famille tout à côté du camp, et notamment comment la mère de famille s'accomplit à travers cette vie au foyer, avec un cynisme fou, puisque elle est vraiment au max de sa life, alors que juste à côté, vraiment derrière le mur de son jardin, il y a des atrocités qui sont commises et qu'on entend hors champ très bien. Et donc, ce qu'on comprend, c'est que la vision du monde viriliste de l'extrême droite, elle est beaucoup tournée vers une répartition très stricte du rôle de l'homme par rapport au rôle des femmes. Et ça, j'ai envie de te demander,
en dehors du cas de la vie quotidienne, sur le plan guerrier, comment on retrouve cette exaltation virile? Comment c'est déployé? Ça se retrouve, alors, du côté de l'Allemagne nazie et de l'Italie fasciste, ça se retrouve dans la mobilisation, on va dire, et l'occupation, là aussi, de l'espace par des hommes, essentiellement, avec des tenues très spécifiques, qui comme ça, imposent leur présence, et donc attirent aussi à eux d'autres jeunes et d'autres garçons, évidemment, pour qu'eux aussi aient envie de porter la chemise noire ou la chemise brune en fonction des pays. Ça passe aussi par des organisations, évidemment, de jeunesse. Donc on était dans une forme d'embrigadement viriliste, uniquement avec des garçons en permanence, ce qui d'ailleurs a posé un certain nombre de problèmes dans les années 30 au parti nazi. Il y a un discours d'Heinrich Himmler, donc, qui était le grand chef de la SS, qui était le numéro 2 du parti nazi en 1937, qui est assez fascinant. C'est un discours qu'il donne aux officiers SS à Bad Tölz en Allemagne, et il leur dit en gros, on a un problème au sein de la SS, on a un problème d'homosexualité, parce que nos soldats ne sont que des hommes entre eux. Tout le temps, ouais. Donc il y a une sexualité qui se développe entre eux, mais une sexualité qui est aussi une sexualité, on va dire, de situation, quelque part, parce que ils ne sont de toute façon sociabilisés qu'avec des hommes. Et du coup, il faut qu'on les emmène au bal, qu'ils rencontrent des filles, etc. Parce que, évidemment... Oui, on organise l'hétérosexualité. Exactement. Et ce discours, il est hallucinant. C'est vraiment j'invite les auditeurs et auditrices, s'ils ont l'occasion de le trouver, on en trouve des copies qui circulent sur Internet. Et ça en dit long sur aussi effectivement, cette espèce d'apartheid des genres qui était voulu aussi, qui s'est fini par se retourner aussi contre l'organisation nazie, mais qui était complètement théorisé. Et du côté français, ça s'est retrouvé notamment dans toute la propagande qu'on retrouve autour de tous les volontaires français qui sont allés combattre, notamment sur le front de l'Est, parfois sous uniforme allemand, au sein de donc il y a des différentes organisations, mais il y a eu la Ligue des volontaires français, donc la LVF, il y a eu la division Charlemagne, tout ça s'est mélangé, la plupart se sont fait massacrer sur le front de l'Est et ne sont pas revenus. Toute la propagande et notamment les affiches qui sont assez fascinantes à revoir, jouent beaucoup de cet imaginaire viril, chevaleresque, avec des images de croisés, de templiers, où vraiment ils sont présentés comme étant les nouveaux chevaliers de l'Europe qui vont aller défaire l'hydre bolchevique sur le front de l'Est. Donc ça a été un moteur aussi d'engagement, et on le retrouve dans les témoignages des anciens, des quelques survivants de ces expériences-là, où vraiment ils étaient attirés par aussi cette espèce de fantasme guerrier et forcément viril, ultra viril. Et justement, pour rester sur la France, il y a aussi toute une répartition très spécifique qui est organisée dans la vie sous Pétain. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu ? Ah oui, c'est là aussi la propagande est assez incroyable à revoir, parce que on est dans en fait, la France de Vichy, c'est vraiment aussi une France patriarcale au sens le plus strict du terme, dans le sens où Philippe Pétain était vraiment présenté comme étant là aussi le père, le grand-père de la nation, avec un truc hyper infantilisant en permanence à destination des Français et des Françaises, où il s'adressait à eux en les appelant mes enfants. Enfin vraiment, il y a un côté très très comme ça, hyper surplombant, et ça se retrouve dans la répartition là aussi des rôles, où les femmes sont totalement exclues du champ politique et du champ public. Et c'est l'historien Robert Paxton, qui a été un des grands historiens de la France de Vichy, qui dit Vichy n'aime les femmes que en chaussons, chez elle, et si possible enceintes. Et c'est vraiment ça, c'est-à-dire que là aussi, le régime de Vichy a une obsession nataliste pure et dure, au point que il va faire passer des lois extrêmement dures concernant l'avortement. Bon, l'avortement était déjà criminalisé en France à l'époque, il faudra attendre bien longtemps pour qu'il ne le soit plus, mais là on en arrive au point où les avorteuses, comme on les appelait, donc les femmes qui pratiquaient les avortements de manière clandestine, de fait, sont considérées comme des traîtres à la nation, et sont traitées comme telles, c'est-à-dire qu'elles sont considérées au même titre que des résistants, justement, que des gens qui seraient des terroristes intérieurs. En fait, un avortement, c'est vécu comme un coup porté à la santé de la nation. Donc il y a comme ça une espèce de réification du corps des femmes, qui ne sont plus finalement que, en gros, des cuisinières et des utérus, quoi. C'est vraiment limité totalement à ça. Tandis que les hommes sont au front ou à la politique, et sont occupés à gérer les affaires du pays en bons pères de famille, parce que c'est vraiment ça l'idée.
Et comment tout cet imaginaire, cette vision du monde viriliste très genrée, elle perdure dans l'après-guerre ? Alors c'est intéressant à voir parce que dans la structuration des groupuscules après-guerre, bon, à la Libération en 1945, l'expérience de l'extrême droite au pouvoir en France est balayée et ses tenants sont jugés, exécutés pour une bonne partie ou emprisonnés pour les autres. Et donc, dans les années 50, 60, va se recomposer une espèce d'extrême droite extra-parlementaire un peu diffuse, avec pas mal de jeunes gens à l'époque, de jeunes garçons, évidemment, qui sont pour certains issus de l'expérience collaborationniste. On retrouve des anciens miliciens comme Pierre Sidos par exemple, dont toute la famille était dans la milice, qui était donc cette organisation paramilitaire qui luttait contre les résistants, qui lui avait fait de la prison et donc devenu après l'un des grands leaders de cette extrême droite. Et quasi immédiatement se déploie tout un imaginaire, là encore, ultra-viriliste, vraiment axé sur la fascination pour la chose militaire, tout de suite. C'est-à-dire que, par exemple, le symbole que choisit Dominique Vénère, qui est une des grandes figures de cette époque-là, pour son organisation qui s'appelait Europe Action, c'est un casque hoplitique. Donc c'est un casque qui vient de la culture spartiate. Ah oui. Et du coup, c'est une référence directe à Sparte. Donc Sparte étant vécu comme une cité un peu modèle de l'Europe telle qu'elle devrait être, parce que c'était Sparte c'était une société qui était extrêmement violente, eugéniste, qui en gros faisait le tri dans qui doit vivre ou ne pas vivre pour que la société et que la ville restent fortes, qui était obsédée par la question militaire, qui était obsédée par les questions de territoire, la défense de son territoire, voire la conquête de son territoire, qui s'est battue contre les envahisseurs venus de l'étranger, en l'occurrence les Perses. Voilà, donc dans leur imaginaire, tout ça c'est leur aspiration. Et vraiment, ils vont construire toute leur propagande. C'est fascinant à relire. Là aussi, on trouve assez facilement sur Internet il y a beaucoup de productions intellectuelles de cette époque-là. Enfin, intellectuelle, le mot est peut-être usurpé, mais en tout cas, il y a beaucoup de productions autour de cette époque-là, et où on retrouve beaucoup de textes. Et c'est fou de voir l'iconographie, en fait, qui accompagne ces textes. C'est énormément de photos, de dessins qui, en gros, n'exhale qu'une seule chose, qui est le guerrier, le soldat. Il faut être un moine soldat. C'est vraiment l'obsession. La question féminine est totalement périphérique, voire écartée. Elle ne les intéresse vraiment absolument pas. Ce qui compte, c'est de se présenter au monde comme étant un combattant. Et ça va être aussi une des raisons de leur succès auprès d'une partie de la jeunesse française, notamment de la jeunesse parisienne, dans les universités parisiennes, dans les années 60-70, quand vont se créer d'abord des groupuscules comme Occident, Ordre Nouveau, puis le GUD, qui vont vraiment, eux, organiser leur propagande et donc leur potentiel d'attractivité sur ce côté brutal, violent, le fait que ce soit des gars qui n'hésitent pas à aller se bagarrer avec les gauchistes dans le quartier latin, qui sont dans un truc de territoire, avec une esthétique, les lunettes noires, les vestes en cuir. Il y a tout comment dirais-je, un appareillage ultra viril, ultra masculiniste déjà, même si le terme on ne l'employait pas forcément, et qui sert vraiment d'outil de recrutement, je pense, auprès d'une partie de la jeunesse de cette époque-là. Ouais, à cet égard-là, je vous recommande vraiment, chers auditeurs, à écouter ce que Sébastien Bourdon avait raconté à Talma Desta sur ces groupuscules-là, dont le GUD. Il dit des choses très, très éclairantes sur ça. Maintenant, on va faire un gros bond dans le temps, puisque j'aimerais qu'on revienne à notre époque actuelle. Ouais. Dans ton livre « La mytho des fachos », tu parles beaucoup des intersections qui existent entre l'extrême droite et le masculinisme sur Internet. Et tu reviens sur une figure très importante dont on parle malheureusement souvent dans Les couilles sur la table, qui s'appelle Andrew Tate. Alors, est-ce que tu peux nous raconter qui est cet Andrew Tate ? Bien sûr, Andrew Tate, c'est un anglo-américain. Son père est américain, sa mère est britannique. Il a grandi en Angleterre. C'est un ancien champion de kickboxing. C'est un type qui a tenté de percer dans la télé-réalité, notamment en participant à une émission qui s'appelle Big Brother, qui était donc c'est le Loft Story britannique, et qui surtout a développé depuis une bonne dizaine d'années maintenant tout un univers, tout un personnage et tout un monde centré autour d'un masculinisme
totalement délirant et totalement extrême. Il fait l'objet de plusieurs poursuites pour viol, agression sexuelle, proxénétisme aggravé, parce qu'en fait, il a organisé, vraiment théorisé même complètement, enfin théorisé, il n'y a pas de livre d'Andrew Tate, mais il y a énormément de discours, de vidéos. C'est quelqu'un qui adore parler, qui adore expliquer, qui adore raconter, se raconter essentiellement. Et donc il a organisé toute sa vie autour de cette idée que, en gros, la femme était au service de l'homme et qu'il fallait donc en profiter au maximum. Et donc il a comme ça installé ses petites amies sur des comptes OnlyFans. Et en gros, c'est muet en proxénète numérique, il se revendique comme tel. Et derrière, avec son frère, ils ont créé des espèces d'écoles de formation en ligne où ils produisent un nombre incalculable de contenus pour inviter les hommes à faire la même chose et à en gros devenir soit des espèces de pimps numériques, soit des mascus ultra violents dont la seule finalité est finalement d'obtenir une satisfaction vaguement sexuelle de la part des femmes, et sinon de les traiter, de les maltraiter le plus possible. C'est des contenus qui sont clairement pensés pour notamment toute la communauté incel, donc les célibataires involontaires, communauté de garçons plutôt jeunes en ligne qui considèrent qu'ils sont exclus du marché de la séduction alors qu'ils y auraient droit. Alors que normalement ils y ont le droit et qu'ils devraient avoir le droit de coucher avec des femmes, mais que les femmes se refusent parce que la société serait orchestrée, organisée dans l'ombre par les féminazis pour asservir les hommes. Enfin, c'est vraiment ça a l'air d'être complètement con, on dit comme ça, mais c'est vraiment ce qu'ils pensent. Tate, lui, clairement, il a un objectif financier de venir capter cette détresse, parce qu'il y a beaucoup de détresse derrière tout ça, de capter en tout cas cette communauté potentielle et d'aller leur faire cracher un maximum de pognon pour qu'ils suivent ces formations avec son frère. Parce que c'est payant tout ça. Bien sûr, c'est payant, sinon et c'est c'est pas très rigolo. lucratif. Et c'est très lucratif et ça coûte très cher. Et tu dis dans ton livre qu'il revendique 168 000 abonnés par mois à ses cours, et que des cours pour en gros devenir un vrai homme, je dis ça entre guillemets. Oui, tout à fait. Et du coup, ça lui reviendrait plusieurs millions de dollars par mois, quoi. Oui, on a du mal encore à estimer exactement quel est leur patrimoine à lui et à son frère. Ça intéresse beaucoup notamment les services de justice, puisqu'il y a pas mal d'enquêtes et ils font l'objet de pas mal de procédures. Le problème étant que avec son frère, ils se sont installés en Roumanie pour mener leurs petites activités, aussi parce que pour des raisons idéologiques, ils le disent très clairement, parce que c'est un pays où d'après eux, déjà les gens sont majoritairement blancs, donc ça leur plaît beaucoup. C'est un pays de culture chrétienne, ça leur plaît beaucoup, et où en gros c'est une société beaucoup plus patriarcale que les autres sociétés occidentales européennes, type la société anglaise ou la société même américaine, qui leur semble beaucoup trop en gros féminisée, quoi, si on résume les choses. Donc ils génèrent énormément d'argent, ils adorent en plus le mettre en scène, se montrer dans des grosses bagnoles et tout. C'est vraiment toute cette économie, toute cette industrie de la prédation par le côté regarder l'étendue de ma réussite, l'étendue de ma clinquant, quoi. Complètement, de ma puissance physique aussi. C'est quelqu'un qui joue beaucoup là-dessus, donc comme je disais, il a un passé de sportif, de kickboxer. Il en joue énormément, il organise des combats, il se met en scène en train de pousser de la fonte, puis après de fumer des cigares au volant d'une Lamborghini, puis après d'être en boîte de nuit avec des top modèles. Enfin, voilà, il est vraiment dans cet étalage ultra clinquant et derrière un discours dire suis mes cours et tu pourras toi aussi accéder à cette vie de surhomme que je suis en train de mener. Et là où c'est intéressant pour notre sujet, c'est que Tate, il est pleinement investi dans cette espèce d'international néofasciste à laquelle on assiste. Il est très proche des mouvements MAGA masculinistes américains. Il revendique une grande amitié avec un des fils de Donald Trump. Et d'ailleurs, il a eu le droit d'aller à Mar-a-Lago, donc la villa de Trump en Floride, à l'invitation donc d'un des fils de Trump, qui est un grand fan de ses contenus. Il
il s'affiche avec plein de militants conservateurs, notamment avec Tommy Robinson, qui est le grand leader néofasciste britannique actuel, celui qu'Elon Musk voudrait voir arriver au poste de Premier ministre un jour en Angleterre, qui est vraiment un néo-nazi pour le coup, qui est issu des mouvements hooligans, enfin le plus classique qu'on peut imaginer. Ces types-là, c'est ses potes. Il s'affiche avec eux et il en est à revendiquer le salut nazi, à vraiment... il ne se cache pas du tout de son projet fasciste et totalitaire qui est pour lui totalement enchâssé dans son projet masculiniste. Les deux sont liés à 100%. Ça fait partie vraiment de la même vision du monde. Chose, c'est assez effrayant. C'est parti au début de notre discussion du début du 20e. Là, on arrive à aujourd'hui. Il y a vraiment des échos dans ce fil de l'extrême droite qui est en train d'être tiré de plus en plus loin, avec donc ce puissant fond masculiniste. À quoi ça sert, selon toi, de s'informer sur tout ça, sur tout cet imaginaire viril, sur cette vision du monde de l'extrême droite ? Parce que je pense qu'il y a une partie... Autant il y a une partie de ces contenus-là qui sont... où c'est difficile de se dire que c'est pas politique, c'est-à-dire que quand on voit Andrew Tate faire un salut nazi, bon, faut vraiment avoir des très grosses œillères pour se dire que c'est autre chose qu'un salut nazi. Mais je pense que autour de ces figures-là, qui sont assez explicites maintenant sur leur agenda politique, gravitent tout un tas d'acteurs qui eux le sont beaucoup moins et qui peuvent fonctionner comme des portes d'entrée vers ces mouvements-là et qui donc servent un peu de rabatteurs quelque part, en jouant justement de cette prédation qu'on évoquait. Donc je pense qu'il y a plein d'acteurs parapolitiques, on pourrait dire, qui jouent de codes et qui jouent d'angoisses qui sont à la fois réelles et même parfois légitimes d'une partie de la population qui se sent perdue, déboussolée dans une époque qui est très difficile à lire et qui parfois l'est de plus en plus, et qui donc vont aller chercher des réponses et qui malheureusement vont assez vite tomber sur des gens qui vont leur proposer des visions du monde clés en main, domaine dans lequel l'extrême droite est extrêmement agile et a une forme d'efficacité aussi beaucoup. Et donc, pour moi, c'est important de s'informer, de s'éduquer sur la question parce qu'il faut être capable de détecter quels sont les signaux faibles de cet embrigadement possible. C'est-à-dire, des fois, on voit passer des contenus qui ont l'air totalement innocent. Je parle souvent des influenceurs terroirs. On va se dire que j'ai vraiment une dent contre les influenceurs terroirs parce que j'en parle à plein d'endroits. Donc les influenceurs terroirs, c'est ces gens qui font du pâté, en gros, ou de la terrine sur Internet. On en voit tous passer dans nos timelines. Et c'est du contenu qui est innocent. C'est-à-dire que c'est pas le pâté en croûte n'est pas d'extrême droite, disons-le clairement. Rapport au fait qu'ils ne votent pas, déjà pour commencer. Et le fait d'en faire, ça ne fait pas de vous quelqu'un d'extrême droite. Le fait d'aimer le pâté en croûte, ça ne fait pas de vous quelqu'un d'extrême droite. Mais par contre, ces influenceurs-là, ils ont un rôle parapolitique dans le sens où ils charrient tout un imaginaire qui est lié complètement à des thématiques de la réaction, on va dire de manière polie, ou de l'extrême droite, de manière moins polie, qui sont cette exaltation du bon vieux temps, cette exaltation d'une société où chacun était à sa place et où donc les hommes étaient à leur place et les femmes aussi, et les hommes blancs surtout étaient à leur place, et les minorités, les personnes racisées, à la limite n'existaient même pas dans le paysage, ou si elles existaient, on les tolérait, mais il fallait surtout pas qu'elles ouvrent leur gueule. Et en fait, ces influenceurs-là, ils ne le disent pas ça comme ça explicitement. Mais quand on regarde les commentaires sous les vidéos, on voit très bien qu'une partie des gens qui regardent ça le prennent clairement pour ce que c'est-à-dire un signal de ralliement, une manière de dire « Ah, vous aussi, vous pensez qu'on était quand même vachement mieux quand il n'y avait pas les féministes aux cheveux bleus qui nous faisaient chier ». Ouais, c'est comme du dog whistle, quoi. C'est complètement du dog whistle. Ça fonctionne comme ça. Alors, je ne vais pas faire de procès d'intention aux gens qui fabriquent ce genre de contenu, parce que je ne suis pas dans leur tête et je ne suis pas dans l'isoloir avec eux quand ils vont voter. Mais force est de constater qu'il y a quand même une partie de la population pour qui ça résonne. Et ça résonne pas comme un signal extrêmement positif, à mon avis. Donc, c'est important d'être un peu alerte. On va me dire, des fois on me dit que je suis parano sur les trucs. Bon, peut-être. Mais je pense que c'est important de quand même se documenter, de maîtriser un maximum les codes et pour pouvoir justement détecter ces espèces d'agents d'ambiance qui peuvent s'inviter de manière totalement innocente dans nos réseaux et qui, moi, à mon avis, participent d'une espèce de fascisation, d'extrême droitisation de l'ambiance générale dans laquelle on patauge. Pour finir, est-ce qu'il y a une œuvre ou un article, un livre d'histoire que tu voudrais recommander pour poursuivre cette conversation plus tard ? Alors, question
extrêmement difficile. Ouais, je sais. J'ai regardé ma bibliothèque qui terrifie les gens quand ils viennent chez moi. Il faut bien savoir ça. Non, il y a plein d'ouvrages et d'œuvres extrêmement recommandables sur la question. C'est marrant, j'en avais parlé avec Nicolas Lebourg, donc qui est un des grands spécialistes de l'extrême droite qui existe en France. Enfin, voilà, je cherche un historien, un chercheur, un mec brillant et certainement un de ceux qui connaît le mieux tous ces univers qu'on a évoqués radicaux, qui disait que c'était intéressant de regarder Fight Club de David Fincher. Et je le cite à dessein parce que c'est un film que les masculinistes adorent, évidemment, parce qu'ils le prennent au premier degré. Et que c'est intéressant de voir Fight Club en se disant qu'on regarde, en gros, en action, le processus de radicalisation et le processus d'adhésion, et aussi dans ce que on va dire, ce que ces imaginaires-là ont aussi d'attirant. Ça aussi, c'est un truc que je répète tout le temps, mais on présente très souvent le vote d'extrême droite ou le ralliement à l'extrême droite comme étant quelque chose de l'ordre du rejet des solutions politiques qui ont été proposées et qui n'ont pas marché, du rejet de la société démocratique, du rejet du monde multiculturel tel qu'il existe aujourd'hui ou tel qu'il pourrait exister aujourd'hui. C'est en partie vrai, mais c'est que en partie vrai. Il y a une partie aussi des gens qui vont vers ces idéologies-là par adhésion. Parce qu'ils sont séduits, quoi. Oui, c'est ça, dans le sens où ces idéologies, elles ont un côté attirant et un côté séducteur. Et il faut essayer de comprendre justement pourquoi ça les attire, pourquoi ça séduit, et qu'est-ce qu'on pourrait proposer comme alternative aussi, pour éviter que ce soit la seule issue qui apparaît. Donc voilà, revoyez Fight Club de David Fincher. Par ailleurs, un film pas mal, hein. Je tiens à le préciser. Ouais, intéressant. Merci beaucoup, Thomas. Merci à toi, Naomi. C'est la fin de cet épisode un peu spécial des couilles sur la table, intitulé Les couilles sur la droite, avec Thomas Rozek, journaliste à Binge pour le podcast Programme B et auteur du livre La mytho des fachos, à paraître chez Binge Éditions. Je vous encourage vraiment à le précommander via la campagne de financement participatif qui permettra à ce livre d'exister. La campagne est en cours sur le site Ulule. Pour y participer, c'est très simple, il suffit de cliquer sur le lien dans la description et de suivre toutes les instructions. Vous verrez, en plus du livre, vous aurez accès à plein de goodies géniaux, designés par l'artiste de BD Terreur Graphique, qui a aussi fait toutes les illustrations qu'on retrouve dans ce bouquin. La mytho des fachos, c'est un livre hyper original, à la fois dans son angle et dans sa forme, et très instructif surtout. Je le pense vraiment, je le dis pas juste parce que Thomas est mon rédac-chef. Et après cette écoute, je vous recommande aussi vivement d'aller écouter et découvrir tous les épisodes de Programme B, un podcast où Thomas Rozek propose un autre regard sur l'actualité, notamment sur l'actualité liée à l'extrême droite. Et en attendant d'aller découvrir tout ça, si cet épisode vous a intéressé, n'hésitez pas à le partager autour de vous, à vos proches, sur les réseaux sociaux. Vous pouvez nous suivre sur Instagram Les Couilles sur la table. Et si c'est pas déjà fait, vous pouvez nous laisser 5 étoiles sur votre appli si elle le permet. Laissez-nous des commentaires pour nous dire ce qui vous a le plus surpris au cours de votre écoute. Et si vous voulez nous écrire directement, c'est toujours la même adresse, lescouillessurlatable@binge.audio. Je m'appelle Naomi Titi, c'est moi qui ai préparé et mené cet entretien. Et depuis septembre 2024, je m'occupe des Couilles sur la table, un podcast créé par Victoire Tuaillon et produit par Binge, qui est désormais une marque Urbania. Octave Bautier était à la prise de son, à la réalisation et au mixage. Charlotte Bex s'est occupée de la production et de l'édition. Alban Philly, c'est la directrice de prod, et Sophie Marchand, la directrice de contenu d'Urbania. Dans le prochain épisode des Couilles sur la table, Thelma Desta reçoit Sarah Boucaud et Corentin Legras pour parler des enfants qui commettent l'inceste. Pour être averti de la sortie de cet épisode, pensez bien à vous abonner au podcast sur votre application et à activer les notifications. Merci infiniment pour votre écoute et je vous dis à très bientôt.